Deux chiffres se heurtent et la pression extérieure s'accélère aujourd'hui. Des millions ont servi à acheter des loyautés. Pourtant, la cohésion institutionnelle s'est durcie au Burkina Faso ces derniers mois, comme si l'usure attendue devenait un ciment. Que dit pour vous cette résilience autour d'Ibrahim Traoré quand l'argent, les relais et le temps cherchent à fissurer l'État au cœur du Sahel? En les mettant côte à côte, on aperçoit déjà un basculement régional discret. Les réseaux sortent de l'ombre, les lignes de loyauté se révèlent et l'ingérence présumée stabilisatrice commence à produire l'effet inverse. Ce parcours propose une clé de lecture précise, distinguer stabilité proclamée et ingérence dissimulée, sans se perdre dans les récits concurrents. Le bénéfice pour le lecteur est clair: comprendre les mécanismes réels derrière la pression extérieure. À partir des faits disponibles, l'analyse relie chiffres, séquences et décisions pour montrer comment une crise présentée comme diffuse devient mesurable puis politiquement exploitable. Il ne s'agit pas de défendre une position, mais d'examiner ce qui se produit lorsque l'influence financière, les relais militaires et les narratifs diplomatiques s'alignent dans le temps. L'enjeu dépasse l'actualité immédiate. Il touche à la souveraineté, au contrôle des ressources naturelles et à la capacité d'un État à imposer ses règles quand la pression devient patiente et méthodique. Le cas du Burkina Faso sert ici de révélateur. Il permet d'observer comment des tentatives répétées de déstabilisation peuvent, dans certaines conditions, renforcer la cohésion interne au lieu de la fragmenter. La question centrale devient alors opérationnelle. À partir de quels signaux faibles une stratégie extérieure cesse-t-elle d'être invisible? Plus de 10 tentatives d'assassinat recensées en moins de 2 ans et plus de 50 officiers arrêtés. Placés côte à côte, ces chiffres révèlent une pression structurée, loin d'incidents isolés, et constituent le premier mini-révélateur du dossier autour d'Ibrahim Traoré. Ils montrent que la contrainte exercée sur le pouvoir burkinabé n'a jamais été marginale, mais progressive, cumulative et méthodiquement financée, au point de transformer la lecture initiale de la crise. Dès l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir en 2022, le pays se trouvait déjà dans une zone de turbulence élevée, combinant fragilité politique, pression sécuritaire et ressources naturelles convoitées. L'or, le manganèse et le phosphate ont renforcé l'attractivité stratégique du Burkina Faso pour des acteurs extérieurs aux intérêts concurrents. Pris séparément, ces facteurs auraient pu sembler gérables. Mis en séquence, ils dessinent un environnement propice à des stratégies d'influence patiente. Les premiers signaux apparaissent rapidement. Des officiers intermédiaires signalent des approches inhabituelles, parfois présentées comme des partenariats techniques ou des soutiens logistiques. Isolés, ces faits auraient pu passer pour des anomalies. Mis bout à bout, ils révèlent un schéma cohérent d'infiltration. Le contexte régional amplifie cette dynamique. Dans l'ensemble du Sahel, des États fragilisés deviennent des terrains d'expérimentation mêlant influence financière, relais militaires et narratifs diplomatiques. Un élément déclencheur confirme cette lecture. En novembre 2024, l'arrestation d'un intermédiaire porteur de 5 milliards de francs CFA destiné à acheter des défections militaires expose brutalement l'ampleur des moyens mobilisés. Cette somme ne traduit pas une improvisation, mais l'existence de circuits capables de soutenir une pression prolongée. Les enquêtes font alors apparaître des connexions transfrontalières reliant certains comploteurs à des réseaux actifs dans des pays voisins. À ce stade, la compréhension du pouvoir évolue. Pour Ibrahim Traoré et son entourage, il ne s'agit plus de gérer des dissidences internes, mais de faire face à une stratégie extérieure visant à infléchir la trajectoire de l'État. Cette bascule analytique marque un tournant. La crise cesse d'être perçue comme passagère et devient un affrontement autour de la souveraineté, de la maîtrise des ressources et du contrôle des règles politiques. Pour comprendre comment cette pression a été absorbée sur le terrain, il faut suivre des trajectoires individuelles devenues révélatrices, sans les héroïser ni les anonymiser. Elles servent de point d'entrée pour lire les effets immédiats de la crise et la manière dont des signaux faibles ont été transformés en alertes structurées au sein de l'appareil d'État. L'une de ces trajectoires est celle d'un capitaine déployé dans le nord du pays. Approché à plusieurs reprises par des intermédiaires évoquant un rééquilibrage du commandement, il refuse nettement. Son refus est consigné,
puis signaler à la hiérarchie. Ce geste, en apparence banal, déclenche une vérification interne ciblée. Ce qui relevait d'une intuition diffuse devient alors une alerte formalisée, intégrée au circuit de renseignement. Un second cas, quelques semaines plus tard, confirme l'existence d'un schéma plus large. Un officier logistique rapporte une tentative d'échange, un soutien matériel contre l'accès à des informations stratégiques. L'enquête conjointe qui s'ensuit met au jour des connexions régionales et des circuits financiers déjà actifs. À ce stade, la crise quitte le registre du soupçon pour entrer dans celui des preuves opérationnelles. Ces épisodes produisent des impacts rapides. Dans l'armée, les procédures de Moponsetto, de remontée d'informations, se resserrent et la vigilance devient une norme partagée. Dans l'appareil d'État, la menace est désormais lue comme systémique, non circonstancielle. Autour d'Ibrahim Traoré, cette prise de conscience accélère la coordination entre sécurité, renseignement et diplomatie. L'essentiel ici est le suivant: des choix individuels ont modifié l'équilibre collectif plutôt que prévu. Au départ, la pression reste latente. Après les premiers signalements internes, les autorités observent une multiplication d'approches ciblées, rarement frontales, souvent indirectes. Des enveloppes circulent, des promesses de promotion accélérée sont suggérées et des interlocuteurs se présentent comme des partenaires extérieurs bienveillants. Chaque geste, pris isolément, paraît insuffisant pour déclencher une alarme générale. Pris ensemble, ils visent à créer des points de rupture discrets dans la chaîne de commandement, en testant la solidité des loyautés sans provoquer de réaction immédiate. Autour d'Ibrahim Traoré, cette phase est d'abord lue comme une zone grise, exigeant observation et patience. La montée en tension devient perceptible lorsque plusieurs tentatives convergent dans un laps de temps réduit. Les services de sécurité identifient des relais communs, des méthodes répétées et une coordination qui dépasse les initiatives individuelles. Les mêmes intermédiaires réapparaissent, les mêmes arguments circulent, les mêmes promesses financières sont formulées. À ce moment précis, la lecture des événements change. Il ne s'agit plus d'expérimentations opportunistes, mais d'une pression structurée. Pour Ibrahim Traoré et son entourage, l'enjeu n'est plus de contenir des frictions internes, mais de prévenir une bascule organisée susceptible d'affecter le cœur de l'État. Le point culminant survient en septembre 2024. Une tentative de coup d'État se déploie simultanément sur deux axes. D'un côté, un groupe d'officiers cherche à prendre le contrôle d'un dépôt stratégique. De l'autre, un contingent réduit tente de s'approcher d'une zone sensible liée au pouvoir exécutif. L'opération repose sur la rapidité et l'effet de surprise. Pourtant, les forces loyales, alertées en amont par des signaux recoupés, réagissent en quelques minutes. Les affrontements restent limités, mais la séquence révèle l'ampleur du réseau impliqué et la profondeur de la préparation. Les arrestations qui suivent constituent un tournant narratif. Des documents saisis indiquent des financements extérieurs, des instructions transmises depuis l'étranger et des canaux de communication sécurisés. Ces éléments matériels modifient la perception publique. La tentative n'apparaît plus comme un épisode isolé, mais comme l'expression visible d'une stratégie transnationale cherchant à infléchir la trajectoire politique du pays. Autour d'Ibrahim Traoré, le discours officiel se recentre sur la capacité de l'État à anticiper, absorber le choc et reprendre l'initiative. Les répercussions sont immédiates. Dans l'armée, une onde de choc traverse les rangs. La découverte de la profondeur des infiltrations provoque un mélange de crainte et de resserrement. La loyauté devient un enjeu explicite, évalué et affirmé. Dans la population, la révélation de ces mécanismes suscite une réaction ambivalente, inquiétude face à l'ampleur de la menace, mais aussi sentiment que la crise dépasse les clivages internes. La séquence marque une rupture nette entre l'avant et l'après. Chaque tentative de déstabilisation, loin de fragmenter le pouvoir, contribue désormais à exposer les failles de ceux qui cherchent à l'influencer. Avant la vague de complots révélés, la menace pesant sur le pouvoir burkinabé était perçue comme diffuse et difficile à mesurer. Après les enquêtes menées entre 2022 et 2024, la lecture change radicalement. Le passage du soupçon au quantifiable constitue le cœur du basculement analytique autour d'Ibrahim Traoré. 3 mesures combo clés permettent d'évaluer l'ampleur réelle de la pression extérieure
et d'en comprendre la logique. La première mesure est la fréquence des tentatives d'élimination ciblée. Plus de 10 tentatives d'assassinat ont été identifiées et documentées en moins de 2 ans. Cette répétition indique une pression continue et méthodique. Elle exclut l'hypothèse de réaction improvisée et renvoie à une stratégie d'usure testant successivement les dispositifs de protection. Chaque tentative avortée devient une itération supplémentaire dans un processus d'apprentissage pour les réseaux impliqués, cherchant à ajuster leurs méthodes face aux contre-mesures mises en place. La deuxième mesure concerne l'échelle financière de l'ingérence. En novembre 2024, la saisie d'une mallette contenant 5 milliards de francs CFA destinés à acheter des défections militaires marque un seuil décisif. Ce montant révèle l'existence de circuits capables de mobiliser rapidement des ressources massives. Il ne s'agit pas d'un pot de vin ponctuel, mais d'un financement structuré, pensé pour soutenir une pression prolongée. L'écart entre les approches initiales et ce volume financier souligne un changement de phase. L'ingérence passe de l'influence diffuse à l'investissement lourd. La troisième mesure porte sur l'ampleur organisationnelle de l'infiltration. Plus de 50 officiers ont été arrêtés pour implication directe ou coordination avec des réseaux extérieurs. Ce chiffre traduit une profondeur rarement observée dans des crises comparables. On passe d'une fragilité ponctuelle à une vulnérabilité systémique potentielle. Comparé au premier signalement isolé, cette progression quantitative montre que la pression n'a cessé de s'étendre avant d'être rendue visible. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une trajectoire claire. Le point de départ reposait sur des signaux faibles, interprétés comme des anomalies locales. Le point d'arrivée révèle une architecture transnationale combinant violence ciblée, incitation financière et relais internes. Face à de tels volumes, l'inaction devient impossible. La réponse de l'État s'accélère mécaniquement. Cette quantification modifie aussi la narration politique. Là où la pression cherchait à fragmenter l'autorité, la publication des données produit un effet inverse. Les chiffres légitiment un resserrement de la chaîne de commandement et renforcent la cohésion autour d'Ibrahim Traoré. Ils deviennent des instruments de clarification, réduisant la capacité des réseaux adverses à opérer dans l'ombre et augmentant le coût de chaque tentative future. Deux lectures concurrentes structurent le débat autour de la crise burkinabé et chacune mérite d'être présentée dans sa version la plus solide avant d'être confrontée aux faits disponibles. La première soutient que des actions discrètes d'influence extérieure seraient justifiées par un impératif de stabilité régionale. Selon cet argument, le Burkina Faso occupe une position charnière dans le Sahel, exposé aux groupes armés et au trafic transfrontalier. Un pouvoir perçu comme imprévisible accroîtrait, dans cette logique, les risques de débordement vers les pays voisins. Les pressions clandestines seraient alors décrites comme des mesures préventives visant à éviter un effondrement sécuritaire plus large. Le second argument affirme que la concentration du pouvoir entre les mains d'Ibrahim Traoré fragiliserait l'équilibre institutionnel. Cette lecture insiste sur le risque d'une centralisation excessive, susceptible de réduire la pluralité politique et de compliquer la coopération internationale. En s'éloignant de certaines alliances traditionnelles, le Burkina Faso perdrait des soutiens logistiques essentiels. La loyauté militaire, dans ce cadre, serait jugée instable et vulnérable au moindre choc interne ou externe. Les pressions extérieures seraient alors présentées comme des leviers correctifs, destinés à rééquilibrer un système institutionnel jugé trop fermé. Ces deux raisonnements reposent sur une hypothèse commune, l'idée que la pression extérieure agirait, directement ou indirectement, comme un facteur de stabilisation. Or, les données issues des enquêtes burkinabées contredisent cette prémisse. Plus de 10 tentatives d'assassinat documentées en moins de 2 ans ne relèvent pas d'une logique préventive, mais d'une volonté répétée de renversement. La saisie de 5 milliards de francs CFA destinés à acheter des défections militaires révèle une stratégie proactive, financièrement lourde, incompatible avec une simple gestion du risque. De plus, l'arrestation de plus de 50 officiers impliqués dans des réseaux transfrontaliers montre que la pression extérieure n'a pas contenu l'instabilité, elle l'a produite. Loin de prévenir une fragmentation,
Ces actions ont accru le risque systémique. La réponse observée va dans le sens inverse des prédictions initiales. L'exposition publique des complots a resserré la chaîne de commandement et renforcé la cohésion institutionnelle. Ainsi, la résistance du pouvoir burkinabé apparaît moins comme un facteur d'instabilité que comme la variable ayant empêché une désintégration rapide de l'État. La pression, loin de stabiliser, a contribué à révéler et à accélérer le désordre qu'elle prétendait contenir. Ce constat marque un point médian décisif dans la lecture de la crise, autour d'Ibrahim Traoré. Jusqu'ici, chaque tentative de déstabilisation était interprétée comme un risque cumulatif, susceptible d'affaiblir progressivement l'État. Or, les événements de 2024 montrent une dynamique opposée. L'exposition répétée des réseaux clandestins transforme la contrainte extérieure en facteur de clarification interne. Ce qui devait fragmenter révèle au contraire les lignes de loyauté et rend visibles des mécanismes auparavant dissimulés. Pour Ibrahim Traoré, cette inversion modifie la nature même du rapport de force. La menace ne disparaît pas, mais elle devient plus coûteuse et plus prévisible pour ceux qui l'exercent. Les circuits de financiers sont identifiés, les relais internes neutralisés et les narratifs extérieurs perdent en crédibilité à mesure que les preuves s'accumulent. La crise cesse d'être une zone grise, elle devient un terrain balisé où chaque action hostile expose davantage ses auteurs que sa cible. Ce basculement révèle aussi un déplacement stratégique. L'État ne réagit plus seulement en défense. Il intègre la pression dans sa doctrine et l'utilise pour renforcer ses mécanismes de contrôle. Chaque tentative avortée alimente une pédagogie politique interne. Elle montre où se situent les vulnérabilités et comment les refermer. La pression prolongée, censée épuiser, finit par souder. Ce retournement discret prépare les effets concrets observables sur les institutions, l'économie et la société. Les conséquences de cette inversion ne restent pas cantonnées au cercle du pouvoir. À mesure que les tentatives de déstabilisation sont exposées et neutralisées, leurs effets deviennent concrets pour plusieurs groupes clés. L'analyse par impact permet de mesurer comment une crise sécuritaire se transforme en recomposition institutionnelle plus large autour d'Ibrahim Traoré. Pour l'État, l'effet le plus immédiat est organisationnel. Les arrestations successives et la mise au jour de réseaux transnationaux imposent une révision rapide des circuits décisionnels. Les postes sensibles sont redistribués, les chaînes de validation raccourcies et les flux d'informations davantage centralisés. À court terme, cette dynamique renforce la capacité de réaction et réduit les angles morts. À moyen terme, elle accroît la concentration du pouvoir autour d'un noyau loyaliste. Cette centralisation améliore l'efficacité opérationnelle, mais pose aussi la question de la gestion de la durée et de l'équilibre institutionnel. Pour l'armée, l'impact est à la fois psychologique et structurel. La révélation de l'ampleur des infiltrations provoque un choc interne. La loyauté, auparavant implicite, devient un critère explicitement évalué. Les rotations de postes se multiplient, les contrôles sont renforcés et la surveillance devient une routine. Cette pression interne génère des tensions, mais elle produit aussi un effet de resserrement. L'institution se referme autour d'unités jugées fiables, réduisant sa perméabilité aux influences extérieures. Autour d'Ibrahim Traoré, cette recomposition militaire constitue un pilier central de la stabilité observée. Sur le plan économique, les effets sont ambivalents. À court terme, l'exposition de complots financés par des flux clandestins accroît la prudence des investisseurs, notamment dans les secteurs extractifs. L'incertitude politique freine certains projets et retarde des engagements. En parallèle, un mouvement de recentrage s'opère. Les entreprises nationales revoient leurs partenariats, renforcent leurs mécanismes de conformité et s'éloignent des circuits opaques. Cette phase d'ajustement est coûteuse, mais elle contribue à assainir des pratiques longtemps tolérées. La société burkinabé réagit par une vigilance accrue. La compréhension que la menace est largement extérieure renforce un sentiment de cohésion nationale. Des initiatives locales émergent pour signaler des comportements suspects et protéger des infrastructures essentielles. Cette mobilisation reste inégale, mais elle traduit une internalisation du risque.
La stabilité cesse d'être abstraite. Elle devient un enjeu concret, intégré au quotidien. Au niveau régional, la trajectoire du Burkina Faso acquiert une portée symbolique. Les États voisins, confrontés à des pressions similaires, observent attentivement cette évolution. L'échec répété des tentatives de renversement montre qu'une réponse institutionnelle coordonnée peut inverser le rapport de force. La position d'Ibrahim Traoré gagne ainsi une dimension exemplaire, non comme modèle unique, mais comme démonstration qu'une stratégie d'ingérence n'est pas irréversible. À partir des dynamiques observées, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les prochains mois. Elles ne constituent ni des prédictions, ni des promesses, mais des cadres conditionnels fondés sur les tendances déjà visibles autour d'Ibrahim Traoré. Chacune dépend moins d'un événement unique que de la manière dont le temps, la coordination et l'adaptation seront gérés. Dans un scénario de base, on verrait une stabilisation sous tension. Si les mesures sécuritaires et organisationnelles actuelles sont maintenues avec constance, l'appareil d'État pourrait conserver une cohésion suffisante pour contenir les pressions extérieures. La centralisation de l'information et la surveillance accrue des circuits sensibles réduiraient les angles morts. L'armée resterait disciplinée, les flux financiers suspects mieux suivis et la capacité de réaction élevée. Cette stabilité serait réelle mais fragile. Elle reposerait sur une mobilisation continue et sur la capacité à éviter l'épuisement institutionnel lié à une vigilance permanente. Dans un scénario optimiste, on verrait une consolidation interne accompagnée d'un effet d'entraînement régional. Si, en plus du maintien des contre-mesures, des coopérations plus étroites se nouent avec des États confrontés à des pressions similaires, un seuil qualitatif pourrait être franchi. Les réseaux transnationaux deviendraient plus coûteux à opérer et moins efficaces. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso transformerait sa résilience en levier diplomatique. L'expérience accumulée autour d'Ibrahim Traoré servirait de référence pratique, montrant qu'une réponse coordonnée peut inverser des stratégies fondées sur l'argent et l'infiltration. Ce scénario suppose toutefois un équilibre délicat, renforcer la cohésion sans figer le système. Dans un scénario défavorable, on verrait une recomposition de la pression extérieure. Si les réseaux adverses s'adaptent plus rapidement que les contre-mesures, la pression pourrait changer de forme sans diminuer d'intensité. Les tentatives directes laisseraient moins place à des stratégies plus diffuses, campagnes narratives, pression économique ciblée ou exploitation de tensions sociales. Dans ce cas, la centralisation actuelle deviendrait une vulnérabilité. Le risque ne serait pas un effondrement brutal, mais une érosion progressive de la confiance et de la capacité d'anticipation. Dans ces 3 trajectoires, un facteur transversal domine, le temps. Si les ajustements restent continus, alors la pression tend à perdre en efficacité. S'il se fige, les vulnérabilités réapparaissent. La clé n'est pas idéologique, mais méthodologique. Observer, mesurer, corriger. Au-delà des calculs géopolitiques et des chiffres issus des enquêtes, cette crise éclaire des mécanismes qui dépassent largement le Burkina Faso. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas de suivre un épisode lointain, mais de comprendre comment des formes modernes d'ingérence opèrent, souvent sans visibilité immédiate, et comment elles transforment la manière dont les États réagissent sous contrainte. Pour celles et ceux qui s'intéressent aux relations internationales, cette séquence offre une leçon de méthode. Elle montre que l'influence extérieure n'apparaît pas toujours sous la forme d'interventions ouvertes. Elle progresse par étapes, via des flux financiers, des relais humains et des narratifs concurrents. Apprendre à repérer ces signaux faibles devient une compétence analytique durable. La stabilité proclamée peut masquer des tensions profondes, tandis que des crises exposées révèlent parfois des capacités de résilience inattendues. Pour les acteurs économiques et les analystes, l'épisode rappelle que les environnements dits à risque ne sont pas figés. Les pressions extérieures, lorsqu'elles sont mises au jour, peuvent déclencher des ajustements institutionnels rapides qui modifient les règles du jeu. La prudence reste nécessaire, mais elle gagne à être informée. Distinguer instabilité chronique et recomposition structurelle devient essentiel pour évaluer des trajectoires à moyen terme. Pour un public plus large, enfin, cette crise
interroge la notion même de souveraineté. Elle montre que celle-ci ne se réduit pas à des discours, mais se construit dans la capacité collective à identifier, absorber et transformer les chocs. La vigilance citoyenne, la circulation de l'information et la lecture critique des récits dominants apparaissent comme des leviers concrets. Ce qui se joue ici n'est pas seulement africain. C'est une grille de lecture applicable à d'autres crises contemporaines. Face aux pressions extérieures mises au jour, la sortie de crise ne repose pas sur un geste spectaculaire, mais sur une séquence d'actions cohérentes, mesurables et maintenues dans le temps. Les données disponibles imposent une logique de méthode. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu central consiste à transformer une réponse sécuritaire réactive en architecture de stabilité durable capable d'absorber de futures tentatives sans se rigidifier. Un premier levier concerne la rotation contrôlée des postes sensibles. En limitant l'exposition prolongée aux mêmes fonctions, l'État réduit les points d'ancrage possibles pour les réseaux extérieurs. Cette rotation gagne à être accompagnée d'audits réguliers, ciblant les flux logistiques et informationnels afin de détecter rapidement toute anomalie mesurable. Un deuxième levier porte sur la traçabilité financière renforcée. La mise au jour de financements clandestins a montré l'importance de mécanismes capables d'identifier des flux atypiques. L'objectif n'est pas une surveillance généralisée, mais la définition de seuils d'alerte clairs déclenchés par des écarts observables. Cette transparence ciblée augmente le coût opérationnel des tentatives d'ingérence. Un troisième levier réside dans l'ancrage régional. En coordonnant certaines pratiques sécuritaires avec des États voisins, confrontés à des pressions similaires, le Burkina Faso dilue l'efficacité des réseaux transnationaux. Cette coopération repose moins sur des alliances idéologiques que sur des intérêts partagés de résilience institutionnelle, ce qui renforce sa durabilité. Un quatrième levier implique la société civile. Des mécanismes simples et protégés de signalement permettent de capter des informations que les structures formelles ne perçoivent pas toujours. Cette participation renforce la légitimité de l'action publique autour d'Ibrahim Traoré et ancre la vigilance dans le quotidien. Enfin, un levier transversal s'impose, l'évaluation continue. Chaque mesure doit être ajustée à partir de résultats observables. La stabilité ne vise pas l'absence de pression, mais la maîtrise de ses effets dans la durée. Lorsque l'on revient aux premiers signaux apparus au début de la crise, un détail discret prend aujourd'hui une valeur symbolique. Ce sont ces approches silencieuses, ces propositions murmurées, ces tentatives presque invisibles qui cherchaient à fissurer la cohésion de l'État. À l'époque, elles semblaient anecdotiques. Avec le recul, elles apparaissent comme les prémices d'une stratégie beaucoup plus vaste, patiente et méthodique. Le fil qui relie ces épisodes, des refus individuels aux réseaux progressivement démantelés, dessine une trajectoire de résistance cumulative. Rien ne s'est joué en un jour. La réponse ne s'est pas construite autour d'un acte spectaculaire, mais par une accumulation de décisions, parfois discrètes, parfois coûteuses. Chaque alerte prise au sérieux, chaque loyauté assumée, a contribué à refermer des brèches que d'autres cherchaient à exploiter dans l'ombre. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure isolée, mais comme un point de convergence. Autour de lui se cristallisent des arbitrages, des choix de méthode et une volonté de ne pas céder à l'usure du temps. La pression extérieure, pensée pour fragmenter, a finalement servi de révélateur. Elle a montré où se situaient les fragilités, mais aussi où se trouvaient les ressources institutionnelles et humaines. Le motif initial se transforme alors en message plus large. La souveraineté ne se proclame pas, elle se construit pas à pas dans la capacité à reconnaître les menaces, à les exposer et à y répondre sans perdre sa cohérence interne. Au terme de ce parcours, une idée persiste. Les crises contemporaines ne sont jamais confinées à un seul territoire. Elles révèlent des mécanismes transversaux où finances, récits et réseaux humains interagissent bien au-delà des frontières visibles. Le cas du Burkina Faso illustre comment des pressions extérieures, souvent présentées comme techniques ou nécessaires, peuvent produire des effets inattendus lorsqu'elles rencontrent des institutions capables de les absorber et de les rendre lisibles. S'intéresser à ces dynamiques ne signifie pas prendre parti. Cela implique d'affiner son regard. Comparer les chiffres aux discours
examinez les séquences plutôt que les épisodes isolés et prêtez attention aux détails relégués en marge. Dans un environnement informationnel saturé, cette posture critique devient une compétence civique à part entière. Elle permet de dépasser la réaction immédiate pour entrer dans une compréhension durable des rapports de force. Prolonger la réflexion peut passer par des gestes simples. Confronter plusieurs analyses, suivre des voix issues des régions concernées ou échanger avec d'autres lecteurs sur les enseignements à tirer. Autour d'Ibrahim Traoré, le débat reste ouvert, non sur des intentions, mais sur des méthodes et leurs effets mesurables. La question centrale demeure, face à des pressions de plus en plus sophistiquées, quelles formes de résilience institutionnelle vous paraissent aujourd'hui les plus décisives ?